Bonsoir à tous. L'Algérie a opéré une mini-révolution il y a moins de 2 ans avec la révision de la règle 51-49 qui régit, vous le savez, la mécanique de ces partenariats étrangers dans ce domaine. Une mesure qui fera, selon les experts, de l'ouverture aux investissements directs étrangers le principe et les secteurs stratégiques l'exception. C'est l'un des signaux les plus visibles d'ailleurs de la part d'Alger à l'égard de ses partenaires stratégiques au début d'une nouvelle ère dans les différents secteurs de coopération économique, mais aussi politique, sécuritaire ou même culturelle avec l'étranger. Une politique diplomatique donc plus ambitieuse, actée lors de la dernière conférence des chefs de mission diplomatiques et consulaires qui avait réuni, et pour la première fois d'ailleurs, tous les membres du corps diplomatique du pays. On reçoit pour en parler Madame Leïla Zerougui, l'envoyée spéciale chargée des grands partenariats internationaux. Bienvenue dans Vision. Bonsoir, rebonsoir, merci de nous rejoindre. Je vous le disais, nous recevons ce soir une diplomate chevronnée, Madame Leïla Zerougui, l'envoyée spéciale chargée des grands partenariats internationaux. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me donner cette opportunité d'être avec vous et de parler à vos auditeurs et vos auditrices. Merci. Bonsoir. Alors, vous avez été choisi parmi les 7 envoyés spéciaux de la diplomatie algérienne pour vous charger des grands partenariats étrangers. C'est une mission multiple, différente un peu des autres qui sont plus spécifiques, puisqu'elle touche à tous les domaines, je le disais, tous les domaines de coopération de l'Algérie avec ses où se situe précisément votre terrain d'action. Quand on parle de quand on parle de partenariat stratégique, il y a bien évidemment d'abord les partenariats qui sont au niveau multilatéral, donc tout ce qui est relations multilatérales, les Nations Unies en particulier, puisque nous sommes membres de cette organisation. Et en plus, on a des ambitions, vous le savez, que on se prépare pour entrer pour le mandat au Conseil de sécurité, mais aussi le mandat au Conseil des droits de l'homme. Donc, et puis l'Algérie a été aussi élue dans deux mécanismes importants, c'est-à-dire l'UNICEF et le PNUD dans la direction administrative de ces deux mécanismes. Donc ça veut dire aussi que nous essayons de jouer un rôle important dans ces mécanismes-là qui sont bien sûr importants, soit de grandes agences comme le PNUD pour le développement, l'UNICEF pour les enfants, mais aussi les 2 importants droits de l'homme à Genève et le Conseil des droits de l'homme à New York. Quand on parle des Nations Unies, il y a énormément de domaines de coopération. Nous avons ratifié pratiquement tous les instruments. Nous sommes membres de beaucoup d'instances aux Nations Unies. Et puis ça, donc, c'est le volet international multilatéral. Il y a bien évidemment aussi les regroupements géographiques, c'est-à-dire l'Union africaine. Nous sommes notre prolongement géographique. Il y a le monde arabe, nous sommes membres de ces 2 organisations et donc il y a un travail à faire à l'intérieur. Il y a aussi les partenariats stratégiques qui ont beaucoup plus un volet économique, mais aussi des volets parfois sécuritaires, parfois de souveraineté, parfois donc, et nous avons l'Union européenne, nous avons le partenariat stratégique avec la Russie, avec la Chine. Nous travaillons avec notre Premier ministre et notre ministre, ils sont actuellement en Turquie, par exemple. Donc il y a tous ces partenariats qui peuvent être soit directement avec l'Algérie, soit avec les groupements géographiques auxquels nous appartenons. Et quelle est votre mission, Madame Zerougui? Alors, la volonté de réactiver, de relancer certains partenariats qui n'ont peut-être pas porté les fruits escomptés. La mission des envoyés spéciaux, c'est de créer un trait d'union. Vous savez, la diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est un outil.
C'est un outil, mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe chez vous. Ouais. C'est l'intermédiaire entre l'extérieur et vous-même. C'est de ramener l'information et de transmettre l'information. C'est d'introduire des espaces, c'est de clarifier des règles, c'est d'aider nos secteurs. Vous avez parlé tout à l'heure de la conférence des ambassadeurs. Ce qui est formidable dans cette conférence, qui est la première, oui, mais elle a été ouverte avec le président de la République, qui a donné ses orientations et ses directives, et puis il y avait le Premier ministre qui est resté 2 jours avec nous, et il y avait les secteurs, les ministres des secteurs concernés, mais il y avait aussi certaines institutions et agences qui ont besoin de la diplomatie. Et donc tout ce travail, c'est important d'abord que nous coordonnons entre nous, ensemble, oui, que nous identifions nos priorités et que nous portons aussi l'information à ces secteurs de ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, quelles sont les raisons. Parce que vous savez, dans le monde, il y a aussi des droits. Chaque pays appartient à une sphère de droit qui peut ne pas permettre certaines choses. Donc mon travail, je suis juriste comme vous le savez par le background, donc j'ai aussi cette expérience aux Nations Unies, j'ai travaillé pendant longtemps, donc ce sont ces aspects-là que je mets à la disposition de la diplomatie algérienne, oui, que je mets à la disposition de mes collègues dans les autres secteurs, pour justement ramener ce qui parfois n'est pas visible, ce qui parfois n'est pas clair, et pour nous permettre d'être présents là où il faut, d'être efficaces, de défendre nos intérêts, de vendre notre image, de la renforcer, de défendre notre communauté à l'étranger. Tout ça, c'est ça le rôle, et c'est pour ça que vous avez ces 7 envoyés spéciaux, parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui a une expertise dans le domaine où il a été identifié, et en même temps il est un trait d'union entre les secteurs, pour aider notre ministre qui est aussi très occupé, qui essaye de faire de son mieux. Très actif, oui. Très actif, il bouge et tout, et donc on doit être là. Alors par la nomination de ces 7 envoyés spéciaux, est-ce qu'il y a la volonté claire, ou est-ce que cela a été dit carrément lors de cette conférence des diplomates, du corps diplomatique de l'Algérie, de passer à une diplomatie d'influence, réellement, concrètement, comme cela se fait aujourd'hui très naturellement. C'est indispensable. Vous êtes obligé d'être présent et d'être efficace, de comprendre ce qui se passe autour de vous. Parce que vous savez, les relations basées sur l'intérêt. Chaque pays défend ses intérêts. Il y a bien évidemment les fondamentaux et les principes qui peuvent, par exemple, pour nous, on a toute une histoire de la diplomatie algérienne, même pendant la guerre de libération, même après. Avant même l'indépendance. Avant l'indépendance, c'est un pays qui a une belle histoire à raconter. Si on peut revenir à cette époque, déjà que l'Algérie, qui était encore un mouvement de libération, ratifie les conventions de Genève. Les 4 conventions de Genève, nous les avions ratifiées alors qu'on n'était pas encore reconnu comme État. Oui. Et parce qu'on voulait justement nous imposer. On voulait dire nous sommes un État et nous ratifions ce qui appartient des États. Après l'indépendance, nous avons aussi joué un rôle important, que ce soit par rapport aux principes fondateurs de notre nation. Oui. Et donc c'est ça, il y a les fondamentaux, nous restons un État qui respecte la souveraineté des autres, qui est un acteur de paix. Nous voulons renforcer la paix. Vous avez posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un envoyé spécial? C'est aussi quelqu'un qui peut jouer la médiation, qui peut, s'il connaît les espaces, vous avez vu, par exemple, vous avez reçu M. Dilmi, qui travaille sur la zone du Sahel. Nous avons un travail sur la situation en Libye, sur la situation au Sahara occidental. Et on travaille, donc c'est notre rôle, c'est justement de... Comme on le dit souvent. Non seulement on exporte la paix, on contribue à la paix. Notre diplomatie est une diplomatie de la paix dans notre environnement proche, dans notre continent et dans le monde. Et nous devons aussi défendre nos intérêts, bien évidemment, notre image, nos intérêts économiques et notre existence dans ce monde changeant. C'est un monde qui est quand même en train on voit les
prémices du changement de ce monde. Il y a beaucoup de tensions. Les enjeux sont énormes, les risques sont énormes. Alors, est-ce que nos fondamentaux, justement, gardent leur pertinence? Évidemment, ce sont des valeurs nobles, mais est-ce qu'ils gardent de leur pertinence avec ce monde changeant, ce nouvel ordre qui est en train de s'établir dans la violence, dans la tension, justement? Mais nous avons intérêt à défendre les fondamentaux. Parce que si on perd ça, si par exemple les Nations Unies, le poids qu'elle a, parce qu'elle a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement parce qu'il fallait trouver un espace où les grands, quand ils se fâchent, il y a un espace où on peut discuter, où les faibles peuvent porter leur voix. Même si mais vous êtes d'accord que ce n'est pas tout à fait la réalité. Les faibles ne sont pas, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont toujours les mêmes qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale... Vous parlez des 5 permanents? Oui, des 5 permanents. Oui, il n'y a toujours pas un siège qui représente l'Afrique. Les principes candides un peu de la création des Nations Unies. Et il y a eu un certain nombre d'échecs, notamment à régler certains conflits violents. Mais il y a eu beaucoup de succès aussi. Il y a eu des pays, moi j'ai passé par exemple des années au Congo. Oui, la RDC, s'il n'y avait pas les Nations Unies, si on n'était pas sur place, peut-être la RDC serait aujourd'hui 2 ou 3 ou 4 ou 5 pays. Donc, vous avez été la chef de la MONUSCO. Hein. J'ai été la chef de la MONUSCO, mais c'est juste pour dire qu'avec ses faiblesses, le système multilatéral doit être défendu. Et nous, on a plus intérêt que les grands à le défendre. Oui. Parce que c'est là où on peut rappeler les principes fondateurs d'un monde multipolaire. C'est là où on peut, et c'est pour ça que nous avons eu par exemple la conférence d'Oran. Pourquoi ? Parce qu'on veut que l'Afrique parle d'une seule voix dans ce système. Parce qu'on veut que nos 3 représentants, les 3 A qui sont là-bas, on les a ramenés à Oran, les 3 qui sont ceux qui vont sortir, ceux qui rentrent, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine et les pays amis qui partagent nos idées, notre vision du monde. C'est comme ça qu'on peut changer, qu'on peut influencer si on va ensemble, si on parle d'une seule voix, si on essaye de régler les conflits par la diplomatie, si on essaye de renforcer les échanges économiques. Vous savez, l'Algérie, depuis des années, bat sur le Népal, route du Sud, tout ça. Mais on connaît l'histoire du monde. L'Europe ne s'est pas créée en une année. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore en Afrique qu'on doit abandonner. Oui. On abandonne pour aller où? Oui. Pour aller dans un monde bipolaire. Nous n'avons pas le choix, en réalité. C'est notre futur, c'est notre existence, c'est notre influence si on continue à défendre notre profondeur géographique, à défendre les principes qui nous ont permis d'exister. Alors, plus concrètement, Madame Zelougui, vous avez certainement adressé des priorités, des sont plus prioritaires que d'autres dans ce grand partenariat stratégique. Je parlais de l'économie, c'est en général la porte qui ouvre vers d'autres coopérations plus approfondies dans les domaines peut-être plus pointus comme la politique sécuritaire notamment. Quelles sont les priorités, Madame Zelougui? D'abord, je pense, comme j'ai dit, il y a sur le plan le renforcement du multilatéral, c'est très important. Le renforcement des relations et vous le savez que nous voulons vraiment renforcer les rapports sud-sud. Les projets que nous avons, par exemple, dans le pipeline, la construction de la route, la grande route du Sud qui va jusqu'à Lagos, la transsaharienne, les échanges avec un pays comme le Nigeria. La Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays voisin, mais en plus des pays voisins, plus de ceux qui sont autour de nous. Aller plus en aller profondeur. Plus loin, parce que c'est là où on peut vraiment, ensemble, avec les voisins, construire. Parce que on peut avoir vraiment une coopération où chacun est gagnant. Et chacun a... Donc ça, c'est important, c'est fondamental. Mais on a aussi la coopération et les partenariats, comme on dit, historiques, importants, qui sont aussi dans notre espace proche. L'Union européenne est un partenaire
extrêmement importants pour l'Algérie, par exemple. C'est des pays avec lesquels on a des relations stratégiques, on a un partenariat qui existe au niveau bilatéral, au niveau multilatéral. C'est la Méditerranée, c'est l'histoire, c'est beaucoup de choses. Donc ça, il faut renforcer ce partenariat tout en veillant à ce que nous aurons aussi, nous, des dividendes et nous aurons un partenariat gagnant-gagnant. On va y revenir bien sûr plus en détail. D'accord, mais nous avons aussi un pays comme la Chine avec lequel on a des rapports qui remontent depuis notre indépendance. Nous avons la Russie, les gens pensent uniquement au côté sécuritaire parce qu'on a les relations militaires, mais il y a aussi des relations même historiques avec la Russie. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, à l'université, il y avait des profs russes, il y avait des médecins dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont venus nous appuyer, qui avaient besoin de cette coopération. Donc on a un partenariat stratégique qu'il faut revisiter, renforcer et puis voir comment nous on gagne de ce partenariat. Et il y a aussi des pays émergents aujourd'hui avec lesquels nous voulons aussi construire, renforcer les relations qui sont déjà assez solides. C'est un pays, la Turquie. Je disais tout à l'heure que notre Premier ministre et notre ministre sont là. Il y a des pays comme l'Inde qui sont en train d'émerger, c'est devenu un grand pays important avec lesquels on a une histoire, et on a des relations. Quand il y avait les non-alignés, dans tout ça, il y a des possibilités. Eh bien, il y a aussi dans l'Amérique latine des pays comme les États-Unis avec lesquels on a déjà beaucoup de relations. Il y a aussi le Canada où on a une communauté là-bas. Il y a des pays comme le Brésil, comme l'Argentine. Donc il y a des possibilités. Il y a, bien sûr, c'est un travail qui va se faire pour identifier c'est pas moi qui m'occupe du secteur économique, mais c'est l'ouverture, c'est de voir comment on peut travailler ensemble, sur quel domaine on travaille sur l'économique, mais parfois l'économique ramène le politique et parfois on commence par le politique pour ramener l'économique. Oui. Donc ça dépend où on est, selon les contextes, selon ce qui est possible, qu'est-ce qui peut ouvrir la porte, renforcer et construire le futur, parce que personne ne peut rester isolé aujourd'hui. Et le monde, comme j'ai dit, il est assez changeant et on est dans une période de tension. Les pays que vous avez cités, notamment la Russie, la Chine particulièrement, sont très présents aujourd'hui en Afrique, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord particulièrement. Pour les pays se placer dans ces marchés, dans des relations privilégiées avec ces pays-là, qu'est-ce qui fait que nous ferions la différence aujourd'hui? Et c'est justement votre domaine de compétence. Raison de plus pour savoir que la concurrence existe, que la compétition est là, et vous parlez qu'on a levé la 49-51, c'est aussi dans ce pour les contexte. Domaines évidemment non stratégiques. Hein. Oui, non, mais c'est normal, parce que vous savez pourquoi ça a été mis en place. Parce que c'est pour vous protéger, parce que vous n'avez pas les moyens, une économie qui est déjà diversifiée. Quand vous aurez un secteur privé qui est fort, cette règle n'aura plus d'importance. C'est une règle protectionniste. Elle est protectionniste parce qu'on démarrait une économie. On la lève petit à petit. Pas du jour au lendemain, on casse la baraque et après on réalise qu'on a fait une erreur. Donc c'est normal qu'il faut s'ouvrir petit à petit pour avancer après. Et bien évidemment, toutes ces règles, le jour où on est sûr de nous, on peut se permettre d'aller vers la concurrence ouverte, on le fait. Mais il y a aussi des domaines qui nous intéressent, qui sont dans ces pays. Il n'y a pas que eux qui ont quelque chose, qui veulent prendre quelque chose de chez nous. Oui. Nous aussi. On parle d'un rapport gagnant-gagnant. Nous, on veut par exemple le transfert technologique. On réclame non seulement le transfert, la formation, le transfert technologie, la création d'un tissu industriel, l'agriculture. Nous sommes un pays qui peut être exportateur de beaucoup de choses qui intéressent les pays. Nous avons par exemple, quand nous on peut avoir, surtout maintenant qu'on sait que les nappes d'eau qu'on a dans le sud, elles se reconstituent. Elles se reconstituent. Avant, on avait peur, on était un peu inquiet parce qu'on ne savait pas si on les pompait. Et on sait que si on fait les choses de façon intelligente, oui, on respecte
Évidemment. Et donc, dans ces contextes-là, par rapport à l'utilisation de l'énergie pétrole à l'énergie solaire, passer à d'autres, on ne peut pas le faire tout seul, on le fait avec des partenaires. Et donc, tout ça peut être... Aller vers des économies intégrées comme ce qui se fait notamment en Afrique. Hein. On a vu des blocs régionaux intégrés où ce sont des modèles qui ont réussi. Quels seraient les pays qui pourraient faire bloc avec nous dans ces domaines? Est-ce qu'ils sont identifiés aujourd'hui? Je pense qu'il y a déjà moi, je pars du principe qu'en plus de nos voisins, s'il n'y avait pas, par exemple, les tensions et les guerres dans le Mali, par exemple, le Sahel, c'est pour ça que lutter contre le terrorisme fait partie aussi de cette stratégie-là. Parce que le terrorisme, le trafic de drogue, les crimes transnationaux, tout ça, ça déstabilise une région. Et vous avez des pays qui n'ont pas les capacités toujours de faire face seuls. Donc comment on peut partager l'expertise, l'échange de savoir-faire, la médiation, créer un espace, travailler pour créer la paix autour de soi, parce qu'on ne peut pas faire une économie dans la guerre. Vous savez que ce qui a empêché le Népal, la route qui devait aller jusqu'à c'est la guerre du Sahel. C'est ça qui a empêché, parce que qui c'est qui va venir investir et puis se faire ramasser par Al-Qaïda ou par à l'époque il y avait aussi Boko Haram, il y avait tous ces groupes. Donc c'est ça le travail, c'est qu'on est dans une zone qui est proximité, beaucoup de tensions encore, mais c'est pour ça qu'on doit travailler, créer la confiance. Nous, on est un pays, nos voisins savent qu'on n'a pas d'ambition pour aller prendre des territoires ou créer des tensions à l'intérieur de ces pays. Notre objectif, c'est de contribuer à la paix, c'est d'appuyer les initiatives de paix et après faire la jonction avec des pays qui sont beaucoup plus capables de créer autour, parce que vous savez, pour créer un ensemble économique, il faut qu'il y ait 2 ou 3 grands pays qui vont prendre les autres. Alors, on parle de la Chine essentiellement. Bon, la Chine, c'est un partenaire. Moi, je pense beaucoup plus à des pays africains comme le Nigeria, comme l'Éthiopie. Comme des pays comme ça va aider parce que on a aussi des choses qui sont ce qu'on a, ils ne l'ont pas, et ce qu'ils ont, on n'a pas. Et il peut y avoir beaucoup d'intérêt. La Chine, c'est un pays qui s'intéresse à l'Afrique, donc il y a une des parties de notre intérêt. Il y a la relation bilatérale et la relation à l'intérieur de l'Afrique. Si on a notre mot à dire en Afrique, si on peut construire nos priorités, on va discuter avec la Chine avec nos priorités. On va discuter avec la Russie ou avec l'Union européenne ou quiconque d'autre qui est intéressé. Donc, si on ramène une convergence. Ce maillage a peut-être commencé avec la visite du président de la République en Tunisie, avec ses 25 accords signés avec ce pays dans différents domaines, notamment sécuritaires. Donc commencer à exporter la paix, à stabiliser un pays comme la Tunisie qui passe par des moments compliqués, puis aller vers notre zone d'influence naturelle avec d'autres pays, sécuriser aussi le Mali, etc. et créer un maillage, un bloc régional. C'est un peu cela On ne le fait pas seul, on le fait avec les Nations Unies, on le fait avec l'Union africaine, on le fait avec le monde arabe si on est dans la zone arabe, et on le fait avec les partenaires qui eux aussi ont intérêt à ce que la paix s'installe. Donc quand vous avez à côté une crise, si on parle, et c'est pour ça la conférence de Rouen est importante, ramener ceux qui sont en charge de la paix et la sécurité en Afrique pour parler d'une seule voix, pour régler les tensions. Les conflits existent partout. Vous prenez en Europe, vous voyez par exemple les tensions entre la Grande-Bretagne et la France, c'est normal, parce que parfois les intérêts ne convergent pas. Donc il ne faut pas, c'est pas parce qu'il y a un problème qu'on considère que ça y est, c'est la fin de tout. Non, il faut trouver des terrains d'entente, il faut essayer de garder à ce que les conflits se règlent par la voie diplomatique, par le dialogue, et bien évidemment, l'économie joue un rôle important
pour atténuer les tensions. Et c'est pour ça que travailler au sein de l'Union africaine pour que dans les espaces autres, quand on parle de l'économie, quand on parle de la paix et la sécurité au niveau des Nations Unies, on parle d'une même voix. Quand on va discuter d'un accord avec la Turquie, c'est pas l'Algérie qui est partie en Turquie, c'est l'Union africaine. Et nous sommes partis, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres là-bas, au nom de l'Afrique, pour discuter d'un partenariat Turquie-Afrique, en plus du partenariat qu'on a avec la Turquie au niveau bilatéral. Et la même chose avec la Russie, il a été reporté, il devait avoir lieu, il a été reporté. La même chose avec la Chine, il y a eu une réunion, et donc le bilatéral plus le multilatéral, si on parle du droit, nos intérêts seront... Alors on sait que les très différents, notamment dans les pays africains, les agendas politiques, et c'est ce qui crée évidemment les divergences. Est-ce que nous avons une chance au prochain sommet de la Ligue arabe, à Alger d'ailleurs, de jouer un rôle de rassembleur, notamment avec les pays arabes? Ben, nous travaillons pour ça. Si on part du principe, il y a des divergences, ça va pas marcher. Mais concrètement, on sait qu'aujourd'hui, le monde arabe, avec surtout les accords d'Abraham qui ont créé une scission profonde entre... Raison de plus pour essayer. Alors aujourd'hui, comment rectifier? Vous savez, il y a des pays qui pourraient... Pardonnez-moi, on voit que le Soudan a signé, mais... dans la réalité, concrètement, a signé ces accords d'Abraham, mais dans la réalité, ces accords ne passent pas sur le terrain. Nous, notre position, elle est claire. Notre position, c'est que la paix dans le Moyen-Orient, elle passe par le respect des droits des Palestiniens. C'est un peuple, et il y a déjà des accords qui ont été définis au niveau... entre les parties et avec l'aval des Nations Unies. Donc l'Algérie ne propose pas quelque chose de particulier. De nouveau, Nous disons, respectons les droits du peuple palestinien et les accords qui ont été validés aussi bien à l'intérieur les propositions qui ont été faites par la Ligue arabe, mais aussi les pays arabes, mais aussi par les Nations Unies. Donc maintenant, le monde arabe est fragmenté parce que chacun, il voit un peu ses petits intérêts d'aujourd'hui sans penser à plus tard. C'est une situation, c'est une réalité. Mais vous savez, quelle que soit la situation, c'est ça le rôle de la diplomatie. C'est de continuer à faire la médiation. Et d'obtenir des résultats aussi. Ça viendra, c'est une question, ça viendra. Regardez, si demain la revient à la Ligue arabe. C'est ce qu'on essaye de faire. Ben, ça fait combien d'années que nous essayons? Ça a pris des années. Qui a été banni de la Ligue arabe. Il y a des efforts à mener pour amener la paix et la stabilité. Nous avons par exemple continué les accords d'Alger pour le Mali. Ça remonte à combien de temps? Il n'y a aucun pays qui a fait en deux mouvements, il a réglé une situation conflictuelle, de tension, d'occupation. C'est pas évident, ça prend du temps, mais il faut travailler en fait. La situation va encore s'envenimer, elle va prendre encore des proportions beaucoup plus graves. C'est pour ça que la diplomatie est là pour travailler dans l'ombre. Parfois, on passe des mois, des années pour obtenir qu'un jour, on se retrouve publiquement. Vous le savez, c'est ça le travail. Donc ce n'est pas parce que aujourd'hui, ce n'est pas parce que le monde arabe est fragmenté qu'on le laisse, on le regarde, on dit « bon, je peux rien faire, je vais m'occuper de ça ». Quels sont les objectifs concrètement, Madame Les objectifs... Lors de ce prochain sommet, le président de la République l'a mentionné, il l'a dit, donc c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. L'objectif, c'est quoi? C'est de rapprocher les points de vue des pays arabes, c'est de travailler sur un de consensus sur certaines choses. Lesquelles? Vous savez, il y a les divergences
mais il y a si on arrive déjà à entendre sur un minimum d'économie entre nous. Vous savez qu'il n'y a même pas 2 ou 3% d'échanges dans cette partie du monde. Normal. Quand on fait des accords avec la Tunisie, quand on arrive à faire avec d'autres pays, quand on construit des liens qui vont faire en sorte que les gens ne peuvent se proche davantage, voient l'intérêt. Je ne viens pas juste pour grignoter quelque chose de chez vous ou vous grignotez de chez moi. C'est nécessaire. Nous, quand on parle de ce sommet, l'objectif c'est quoi? Si la Syrie est réintégrée, c'est dans l'intérêt des Syriens, c'est dans l'intérêt des pays. On va travailler et tourner la page d'une crise qui a été pour les Syriens. Faut pas dramatique. Dramatique. Il y a la situation, par exemple, aujourd'hui au Yémen, la situation en Libye, la situation même au Liban, vous savez que c'est une crise majeure. Donc si on arrive, ne serait-ce que sur ces situations, de trouver un terrain d'entente pour faciliter la paix dans ces régions, nous, ça nous fait du bien parce que c'est une région à laquelle on appartient. Il y a bien évidemment aussi un minimum de questions sur lesquelles qu'on va aborder, qui peut-être ne vont pas obtenir de résultats aujourd'hui. Mais introduire le débat, lesquels, rapidement? Vous savez, nous, par exemple, cette situation de tension qu'on a sur notre flanc ouest, à cause de la question du Sahara occidental, comme vous le savez, dans la Ligue arabe, il n'y a pas beaucoup de soutien. Si on essaye d'expliquer l'importance de cette question, qui est une question de libération d'un peuple. Le droit à l'autodétermination. Oui. Nous, on n'a pas d'ambition. On va sur ce territoire. Oui. On ne veut pas prendre les Donc, être dans l'explication, sensibiliser. Il faut travailler sur toutes les questions. Au niveau bien évidemment, s'il y a l'espace, si on arrive à avancer sur certaines questions, qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse du Sahara occidental, qu'il s'agisse d'autres espaces qui intéressent beaucoup plus. Vous savez, par exemple, vous prenez la Somalie, fait partie de la Ligue arabe. Vous avez Djibouti, vous avez la Somalie, vous avez les Comores. Somalie, c'est un pays aussi qui continue à souffrir d'une guerre qui prend 30 ans aujourd'hui. Donc voilà des pays qui ont besoin aussi d'un espace où on peut trouver les possibilités de ramener les pays, la sérénité et après construire une économie intégrée qui nous permet de ne plus faire la guerre et ne pas accepter que quelqu'un d'autre vienne nous déstabiliser. Vous avez parlé de l'Union européenne, l'allègement justement de la règle 51-49 dans l'investissement étranger, dans les domaines non stratégiques, marque un tournant dans la diversification, la politique de diversification économique. Est-ce qu'elle a, selon vous, commencé à porter ses dans les IDE depuis à peu près 2 ans que nous avons introduit cette révision de la règle 51-49, notamment dans l'accord d'association que l'Algérie plaide pour sa révision depuis un moment déjà. Vous savez, 2 ans, c'est le Covid. Il ne faut pas oublier. Oui, il y a eu le Covid entre-temps. Il y a eu le Covid. Et le Covid, comme vous le savez, conséquence pour beaucoup de pays, nous compris, c'est qu'il y a eu un ralentissement de l'économie un peu partout dans le monde. Et les grands pays étaient plus affectés peut-être que ceux qui ne sont les pays émergents. Et donc, l'essentiel, c'est que nous, aujourd'hui, il y a un programme ambitieux. Nous sommes passés par des moments difficiles, n'oubliez pas. Il y a eu toutes les tensions que nous avons vécues pendant longtemps. Il y a eu, et donc, on vient juste de finir l'édifice de nos institutions. Et il y a encore des institutions créées par la nouvelle Constitution qui ne sont pas encore installées, qui vont être installées en janvier et tout ça. Donc, on est dans cette phase de transition. Nous avons pris en tout cas les orientations, le programme du président de la République pendant
campagne, mais aussi les orientations qu'il donne et les directives dans chaque Conseil des ministres. Le Premier ministre et les plans du gouvernement, tout ça fait... Il y a une vraiment, et je vous dis en toute sincérité, j'ai été personnellement agréablement surprise de voir d'abord le sérieux, vraiment clair, et aussi une méthodologie qui permet de faire le suivi de chaque dossier qui est au niveau d'un secteur ou de deux secteurs où il y a transversal. Il y a un travail qui se fait, les résultats ne seront pas visibles aujourd'hui, oui, mais il y a un travail de fond, de structurer notre économie, d'identifier nos priorités, d'avancer sur les questions où on voit que les résultats seront possibles avec les partenaires qui comprennent que un intérêt... Oui. Et justement par rapport à la association, qu'est-ce que nous allons plaider dans cette révision de la mécanique de cet accord qui ne nous a pas encore été bénéfique? C'est l'Europe qui a le plus pénétré notre marché économique et l'inverse ne s'est jamais fait. Oui, mais c'est pour ça qu'on demande à le revoir. Oui, mais clairement dans quel détail? On le revoit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, cet accord, il date. Donc, c'est tout à fait normal. D'une vingtaine d'années, il faut le voilà, on l'a commencé en 2021, il a commencé à être mis en œuvre. Et 2001. Puis 2001, et puis 2005, on a commencé à mettre en œuvre, et on est quand même, ça fait un moment. Donc, et puis, l'accord lui-même prévoit la possibilité de révision. Ce n'est pas l'Algérie, parce que vous savez, dans un accord, c'est à l'intérieur de l'accord, c'est des règles juridiques, il y a l'arbitrage, il y a tout ça. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel dans la volonté de l'Algérie de demander à ce qu'on revoie en face une pause et on revisite ce qui doit être revisité, et on fait des propositions. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que nous voulons sortir de uniquement le marché, déverser les produits, et de l'autre côté, c'est le gaz et le pétrole. C'est de diversifier notre économie, c'est d'avoir des possibilités. Donc, pour diversifier, vous avez besoin du partenaire qui bénéficie de beaucoup de choses chez vous, qui vous vend des mesures incitatives. C'est aussi la formation, c'est le transfert de technologie, c'est la création de l'environnement qui permet justement à ce que je devienne compétitif et à ce que le partenariat devient gagnant-gagnant. Donc il y a tout un travail qui est fait par les experts. Je ne suis pas économiste, je suis mal placée pour vous dire c'est tel ou tel dossier, mais ce que je peux dire, c'est que quand on parle de revisiter, vous savez, par exemple avec la Russie, on a reçu une proposition d'approfondir le partenariat. La Chine nous a demandé la même chose, parce que comme il y avait une période un peu de tension, le changement, le départ du défunt président, la situation transitoire et tout ça, donc il y a eu des dossiers qui sont restés en suspens. En suspens. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture, avec la vision que nous avons, avec nos objectifs, avec notre diplomatie qui se déploie, nos économistes et tout, nos partenaires traditionnels, stratégiques, soit ils viennent vers nous, soit on va vers eux. Et quand ils viennent, on regarde ce qu'ils veulent et on leur dit oui, d'accord pour ça, mais moi aussi, je veux ça en contrepartie. Et ainsi de suite. Donc l'Union européenne, c'est un partenaire stratégique. L'Algérie n'a pas l'intention de chercher notre partenaire et de laisser l'Europe. De rééquilibrer cet accord. Non, c'est que même s'il n'est pas équilibré, gagnant. je vais vous dire, même s'il n'est pas équilibré, gagnant-gagnant ne veut pas dire équilibré. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup plus de choses, ils sont 27 pays, nous sommes un pays, ils sont développés, beaucoup plus développés que nous, donc même s'ils gagnent plus avec nous, même s'ils gagnent plus, si moi, aujourd'hui, je ne gagne pas, mais je prépare mon économie, je la développe et j'avance et je crée les espaces où je peux aussi diversifier mon économie, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ce n'est pas nécessairement, il faut que si vous prenez 3 milliards, je prends 3 milliards. Ce n'est pas l'objectif. C'est qu'à long terme, moi aussi, j'obtiens ce que à court
long terme, en fait, c'est quelque chose qui va être discuté. Des gens ont déjà commencé, ce n'est pas le futur, on ne parle pas du futur. C'est déjà en cours. C'est en cours, oui. Bien sûr, et c'est en cours avec tout le monde. C'est en cours avec l'Union européenne, c'est en cours avec la Chine, c'est en cours avec la Russie, c'est en cours avec la Turquie, et il y en aura d'autres. Parce que nous voulons justement... Avec la Chine, justement, l'Algérie a un rapport privilégié. La Chine qui veut donc renforcer son partenariat sino-africain. Est-ce que nous pourrions être un peu le vis-à-vis de la Chine, puisque nous avons ce lien avec la Chine, ce vis-à-vis donc par rapport aux pays africains. Est-ce que nous pourrions l'être ? Je pense que nous avons des relations bilatérales qui sont bonnes. Nous voulons aussi un partenariat qui sera aussi gagnant-gagnant, parce que bien évidemment c'est vrai qu'on a eu on a des relations assez étroites, mais il y a aussi des volets que nous voulons explorer ensemble, donc il y a un travail qui est en train de se faire. Lesquels par exemple, avec la Chine? Écoutez, par exemple, tout ce qui est pharmaceutique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut demander à un partenaire, vous me vendez votre produit, mais moi j'ai besoin de tel domaine précis, vous l'avez, c'est pas que je vous demande l'impossible, vous l'avez, vous pouvez... Sur le transfert de technologie, Madame Zalougui, il y a beaucoup de... Si je fabrique mon vaccin, c'est un transfert de technologie. Oui, mais souvent, les pays qui fabriquent, qui créent... rechigne à faire ce transfert. Mais si moi je fais le chantage de ne pas lui donner ce qu'il veut aussi chez moi, c'est ça, c'est que dans une relation, si moi je ne sais pas me défendre... Il y a des leviers de pression. Si je ne sais pas me défendre, bien évidemment, il ne va pas vous donner. Mais si on arrive à construire des relations, c'est pour ça que je dis l'économie, ce n'est pas que l'économie. Parce qu'il peut y avoir des espaces que nous pouvons explorer, que ce soit au niveau de ce qu'on défend aux Nations Unies, de ce qu'on défend ailleurs, leurs intérêts par rapport à certaines choses. Donc il y a un travail qui peut se faire, où moi je vais dire ma priorité c'est que vous me donnez ça, et pour eux ce n'est pas c'est pas énorme, donc ils vous le donnent, mais vous allez le soutenir dans un autre domaine où pour lui c'est vital. Avec les États-Unis, quels sont clairement les partenariats politiques? Ce sont les partenariats politiques et sécuritaires qui doivent être renforcés. On le dit depuis un moment avec les USA, selon donc le contexte régional et international que l'on connaît. La semaine dernière, d'ailleurs, vous le disiez, Boujedjema Delmi était sur ce plateau et nous a annoncé que l'Algérie souhaitait élargir, par exemple, son cadre du CISMOC, un cadre sécuritaire, les pays de la région. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà en cours, en négociation? Vous savez, dans les relations avec les grands pays, c'est toujours de voir dans quelle mesure ce qui est important pour eux est aussi important pour nous. Les États-Unis déploient beaucoup plus d'Asie, mais ils restent présents en Afrique. Il ne faut pas négliger cette présence, et particulièrement dans l'Afrique subsaharienne et dans le Sahel. Il y a la présence russe et peut-être chinoise qui dérange. Donc c'est comme ça qu'il faut, quand on travaille avec un grand pays comme ça, c'est de voir comment on peut engranger des bénéfices, s'inscrire dans une démarche de c'est sécuritaire. Est-ce que c'est dans notre intérêt? Est-ce qu'il y a un espace dans lequel on peut travailler, que ce soit dans le Sahel, que ce soit dans d'autres espaces? Il y a le bilatéral, nous avons quelques relations économiques. Sur le plan sécuritaire, comme vous le savez, on n'est pas un partenaire direct des États-Unis, puisque sur le plan sécuritaire, on a toujours notre partenaire militaire, c'est avec la Russie. Mais nous sommes un pays qui défend le non-alignement. Nous ne sommes pas avec les Russes contre les Américains, ni avec les Américains contre les Russes. Donc c'est des partenariats gagnant-gagnant que nous recherchons.
dans notre intérêt, l'intérêt du partenaire avec lequel nous travaillons, que ce soit dans le cadre de la sécurisation, la stabilisation des régions qui nous intéressent, que ce soit dans le cadre de la médiation et des positions qui peuvent être communes par rapport à certains dossiers. Est-ce que nous avons réussi à rapprocher nos visions sur notamment le Sahel, par exemple, avec les États-Unis? Vous savez, le Sahel, c'est d'abord la France qui est très présente dans cette zone, il ne faut pas l'oublier. Il y a l'Union européenne qui est présente aussi, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup de la Chine, mais il y a aussi une présence très forte dans le Sahel, de pratiquement d'abord de la France et les États-Unis sont aussi présents par rapport à ça. Donc il y a énormément d'acteurs et c'est pour ça que cette zone est instable. Et c'est pour ça ce n'est pas en se rapprochant d'un pays qu'on va régler le problème. Vraiment d'arriver à défendre la paix et la stabilité. Aussi puissant soit-il, hein, même si ce sont les États-Unis, ce n'est pas eux qui régleront le problème. Il n'y a aucun pays. Vous savez, mon expérience dans l'Afrique en conflit, les solutions étrangères ne sont jamais des solutions. N'ont jamais réglé les conflits. Et vous avez l'exemple de l'Afghanistan. Les Américains sont restés 20 ans là-bas. Vous avez la situation au Congo. Vous avez les problèmes se règlent d'abord parce que vous savez, quand vous avez des conflits, il y a la dimension interne, c'est-à-dire les problèmes à l'intérieur d'une nation. Oui. Les armes ne règlent pas ces problèmes-là. Ils peuvent être un moyen de pression pour ramener les gens autour d'une table et pour discuter. Mais il faut identifier les causes profondes et soigner les maladies là où elles se trouvent. De l'intérieur. De l'intérieur. Et il y a les tensions qui traversent les frontières. Et ces tensions-là aussi, il faut ramener les pays concernés, les partenaires, ils peuvent appuyer, ils peuvent influencer, mais ils ne peuvent pas régler les problèmes. Et le Sahel, c'est ça. Oui. Le Sahel, c'est des États qui ne contrôlent pas leurs frontières, qui n'ont pas toujours les moyens et les capacités au niveau militaire, au niveau sécuritaire, les fonctions régaliennes ne sont pas. Donc il faut travailler sur ça. Moi, j'ai toujours défendu, on fait la paix lorsque on renforce les fonctions régaliennes, lorsqu'on réconcilie les communautés. Un peu à l'image de ce qu'on fait au Mali, d'ailleurs. Ben, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait chez nous. De diplomatie. Moi, je donne tout l'exemple des années 90. Oui. Si on n'avait pas travaillé, nous, Algériens, entre nous, identifier les problèmes, les prendre et parfois en porte-à-faux avec notre population qui ne comprenait pas tout le travail qu'on faisait pour dire il faut régler ces problèmes. S'entretuer dans un pays, c'est un corps qui coupe un bras, une jambe. Oui. Donc il faut arriver à identifier c'est quoi les problèmes. Souvent c'est la pauvreté. Souvent, c'est le manque de capacité de l'État. Et après, on invente l'ethnicité, la religion, les tensions entre voisins. Mais les vrais problèmes, c'est toujours l'économie, c'est l'absence de l'autorité de l'État, c'est la faiblesse des fonctions régaliennes, c'est l'absence de justice. Est-ce que ce sont justement ces causes que va défendre l'Algérie lors de son futur mandat aux Nations Absolument, et nous voulons pourquoi nous avons... C'est encore une fois représenter l'Afrique. Vous savez que non seulement nous allons représenter l'Afrique et nous travaillerons avec l'Afrique et nous défendrons les causes, mais sur les thématiques, par exemple, nous avons inscrit comme dossier à défendre la 1325, c'est-à-dire femmes, paix et sécurité. Pourquoi femmes, paix et sécurité? Parce que quand vous allez en Afrique et vous parlez de conflits, vous savez qui vous aide à trouver les bonnes solutions pour régler les conflits? Eh bien, c'est les femmes. C'est les femmes qui vous disent pourquoi, les vraies raisons de la bagarre. Et c'est les femmes qui vous disent comment on peut influencer. Et c'est elles qui se battent parce qu'elles se battent pour leurs enfants, parce qu'elles se battent pour le futur de leur vie, parce qu'elles sont touchées dans leur chair. Et c'est
ça, nous voulons renforcer ce mandat de paix et sécurité pour la femme, paix et sécurité. En tant que médiatrice, les ramener à la table des négociations, les impliquer dans le processus de paix, mais aussi les impliquer dans l'après, la mise en œuvre du processus, le post-conflit, le développement. Parce que c'est comme ça qu'on stabilise, c'est comme ça qu'on construit une nation. Une nation, elle se construit lorsque ses enfants ont envie de la préserver, lorsque hommes et femmes, dans la société, chacun trouve sa place. Et c'est pour ça c'est important de travailler. Les gens s'imaginent que quelqu'un va venir des États-Unis ou du Canada, je ne sais pas quoi, va régler le problème du Mali. Non, il ne va pas être réglé. Ce sont les Maliens eux-mêmes qui... C'est les Maliens, il faut les rapprocher, il faut travailler avec eux, il faut les aider, il faut les amener à se comprendre, à discuter, à se parler. Et après, la paix va venir. Oui. Nous avons fait la même chose en Libye, vous le savez. On essaye de faire que les Libyens décident entre eux, discutent entre eux. Il y a des divergences. On en a eu des divergences chez nous aussi. Et donc, on peut construire la paix. La même chose, nous sommes impliqués, comme vous le savez, dans le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie, il y a très longtemps. Quand j'ai été en Érythrée, je me rappelle, j'étais reçue, on parlait de l'Algérienne qui... Et l'Algérienne, j'étais plus les Nations Unies, c'était ma nationalité qui importait et j'étais accueillie et on m'a écoutée et on m'a laissé intervenir dans le domaine de la justice et tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons toujours essayé, on le sait, nous l'avons vécu, les solutions, quand vous avez des tensions internes, les solutions doivent être aussi venir. Et ce sont les dividendes d'une diplomatie exportatrice de paix. Absolument. C'est un peu cela. Absolument. Madame Zelougui Leïla, je rappelle que vous êtes l'envoyée spéciale chargée des grands partenariats internationaux. Merci de nous avoir éclairé sur cette question ce soir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir donné cette opportunité de parler à nos compatriotes, vos auditeurs, vos auditrices. J'espère que j'ai apporté un petit éclairage. Et merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée sur notre chaîne. Bonsoir.